délibération sous la présidence de son Excellence Monsieur Issoufou Mahamadou, président de la République, président du Conseil des ministres. Le Conseil a examiné et adopté plusieurs projets de loi, entendu des communications et procédé à des nominations. Résumé de cette réunion avec Isidore Banaba. Au titre du ministère des Mines et du Développement industriel, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret fixant les conditions et les modalités d'inspection et de vérification de conformité des produits aux normes et règlements techniques en République du Niger. En effet, il est indispensable dans le contexte actuel de libéralisation des échanges d'instituer et d'organiser les activités de certification de la qualité des produits importés et locaux à travers un programme d'inspection et de vérification de conformité des produits. Cette mission d'inspection et de vérification est dévolue à l'Agence nationale de vérification de conformité aux normes, AVCN, établissement public à caractère administratif. Ainsi, à travers la mise en œuvre de ce programme, l'AVCN, en relation avec les services de promotion et de contrôle de la qualité, certifiera la qualité des produits importés et locaux et surveillera la qualité des produits sur les marchés nationaux, gage d'une meilleure protection des consommateurs. Au titre du ministère de la Justice, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret portant adoption du plan d'action national de lutte contre la traite des personnes. La traite des personnes est une criminalité préoccupante. L'État, les organisations non gouvernementales et leurs partenaires mènent une lutte conséquente pour faire face à l'extension des réseaux criminels nationaux et transnationaux, ainsi que pour assurer la protection des victimes. Mais le caractère pluridimensionnel du phénomène, la combinaison de nombreux autres facteurs, tels que la survivance de certaines pratiques culturelles ou traditionnelles, la pauvreté endémique, l'analphabétisme, l'enclavement de la position charnière du pays, son immensité et la porosité de ses frontières, la modicité de ses moyens, contribuent au développement du fléau et font que la lutte se heurte à bien des difficultés qui rendent indispensable la mise en commun des efforts, ainsi que la synergie des interventions des acteurs étatiques et non étatiques. Il faudra donc programmer et fédérer les interventions des différents acteurs pour leur donner la cohérence nécessaire à l'efficacité de la lutte. Le Conseil des ministres a également entendu deux communications de la ministre des Enseignements secondaires. La première communication est relative aux besoins de recrutement des enseignants au secondaire du fait de la création de nouveaux établissements, collèges et lycées. La deuxième communication porte sur les résultats des examens du BEPC, session 2014. Une communication du ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable relative à la cérémonie de la Fête nationale de l'arbre, édition 2014, qui aura lieu le 3 août prochain sur le site de la Gendarmerie nationale. Suite à cette communication, le Conseil des ministres a instruit le ministre concerné afin qu'il conçoive et mette en place une politique plus hardie de plantation et d'entretien d'arbres au Niger. Dans cette optique, le Conseil des ministres décide d'initier un bois au niveau de chaque village, forêt villageoise, de renouer avec les pratiques des années antérieures, consistant à mettre à la disposition des populations des plans afin qu'elles les entretiennent elles-mêmes, ce qui permettra de garantir le succès des opérations. L'ordre du jour étant épuisé, le président de la République, président du Conseil des ministres, a levé la séance. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a rencontré hier dans la soirée à la présidence de la République les hommes de médias pour la rupture collective du jeune. Objectif, raffermir les rapports entre les hommes de médias et la classe politique. Hima Sebou et Issa Hassan y étaient. Voici leur compte-rendu. Après les chefs d'institutions, les associations islamiques, les opérateurs économiques, le corps diplomatique, les leaders des partis politiques et les acteurs de la société civile, c'est au tour des hommes de médias d'être reçus par le président de la République, Issoufou Mahamadou, pour la rupture collective du jeûne du Ramadan. Une initiative qui est dans sa 3e année et qui vise à créer un cadre d'échange avec les différentes couches sociales sur les questions d'intérêt général. C'est une tradition. À chaque fois pendant le jeûne, il invite les couches sociales de notre pays. Et aujourd'hui, c'est autour des médias. Et ça montre justement, si besoin en est, la volonté du président de la République de
collaborer, de raffermir les rapports avec l'ensemble des médias de notre pays, parce que ces médias jouent un rôle très important dans l'enracinement de la démocratie. C'est extrêmement important que toute la famille de la presse soit là. Et je pense que c'est parce que aussi cette grande famille estime que c'est important de venir, parce que c'est aussi l'occasion de s'entretenir avec le président de la République sur toutes les questions liées à la vie de la nation, puisque la presse traite de tous les sujets. Donc c'est aussi une occasion pour vous de rencontrer toutes en tout cas les hautes autorités de l'exécutif à l'occasion de cette rupture. C'est un cadre, effectivement, qui est mis à profit par les responsables politiques et les responsables des médias, effectivement, pour échanger, au-delà de la rupture, pour échanger sur un certain nombre de préoccupations du pays. Et c'est pourquoi je la qualifie de salutaire. Si elle devait être réinventée, effectivement, moi j'allais suggérer qu'elle soit réinventée. Et de toute façon, je suggère effectivement qu'elle continue comme approche. Donc, il suffit simplement, chemin faisant, de voir un certain temps vraiment à consacrer à ces échanges-là, avant la rupture elle-même. C'est-à-dire que la rupture, je suggère qu'elle soit précédée par un échange assez intéressant avec les responsables du pays. Notamment, c'est une occasion pour échanger avec les médias qui, pendant au moins 11 mois, ont couvert l'actualité. On couvert l'actualité politique, l'actualité économique, l'actualité culturelle. Et comme c'est des yeux qui traînent un peu partout et c'est des oreilles qui traînent un peu partout, c'est l'occasion effectivement pour les responsables politiques, notamment des pays, de savoir leur opinion. Après avoir rompu le jeûne, le président de la République et ses invités ont accompli les 3 rakats de la prière du Maghrib. Ils ont imploré Dieu pour une paix durable dans notre pays et un hivernage fécond. Ce soir, le président a convié les chefs traditionnels, les gouverneurs et les maires à rompre le jeûne avec lui. Je le disais dans les titres, rencontre ce matin du ministre du Commerce avec les responsables des agences de voyage de Hajj et de la Umrah. Objectif, échanger sur un certain nombre de sujets, notamment la politique du gouvernement en matière de promotion du secteur privé et la problématique de la publicité de prix prévue par la réglementation dont le monde des affaires doit s'y conformer. Aïssa Ibrahim et Ibrahim Idé. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la concertation instituée par le ministère du Commerce et le secteur privé dans lequel évoluent les responsables des agences de voyage de Hajj et de Umrah. Une première en matière de partenariat instauré entre le ministère du Commerce et les responsables des agences de voyage. Cette rencontre, que je qualifierai de prise de contact, va me permettre d'échanger avec vous sur un certain nombre de sujets, notamment la politique du gouvernement en matière de promotion du secteur privé et la problématique de la publicité de prix prévue par notre réglementation dont le monde des affaires doit s'y conformer. Les autorités de la 7e République accordent une place de choix au secteur privé à son épanouissement. C'est dans ce cadre que plusieurs actions ont été entreprises pour améliorer son environnement. Parmi ces actions, nous pouvons citer la création du Haut Commissariat chargé du Hajj et de la Umrah, qui a accompli sous la responsabilité du Cheikh Bello Garba et de son équipe depuis 2013 un travail remarquable d'organisation méthodique et saine, unanimement apprécié et salué par les autorités de la 7e République, les agences de voyage, les fidèles et les autorités de l'USN de l'Islam. Je vous invite donc à évoluer dans cette dynamique afin de contribuer beaucoup plus au développement économique et social de notre pays, gage de lutte contre la pauvreté. Au Niger, la publicité des prix est réglementée par l'ordonnance 92-025 du 7 juillet 1992
portant réglementation des prix et de la concurrence, dont l'objectif vise à protéger les consommateurs et à garantir la libre concurrence entre commerçants, industriels et prestataires de services. D'où l'utilité de cette rencontre afin de garantir aux pèlerins une visibilité des tarifs des prestations de leurs services. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Abdou Labo, a animé ce matin un point de presse. Objectif, attirer l'attention du président du parti CDS Rahama sur la mise en demeure adressée au parti par le ministère de l'Intérieur le 17 juillet dernier. Précision avec Seyni Mekido Jibril. Cette conférence de presse intervient après la mise en demeure adressée au parti du CDS Rahama le 17 juillet dernier par le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses. Une mise en demeure qui appelle au parti du CDS Rahama à régulariser sa situation juridique par la tenue régulière d'un congrès ordinaire conformément aux dispositions des statuts du parti, au risque d'encourir les sanctions prévues par la charte des partis politiques en vigueur, notamment la suspension d'office. Un congrès auquel Maman Ousmane, président du parti CDS, s'oppose farouchement. À travers cette conférence de presse, le ministre Abdou Labo compte informer les militants et sympathisants du parti CDS ainsi que l'opinion nationale sur cette situation d'illégalité. Nous avons attaqué ces suspensions et c'est ainsi que nous nous sommes retrouvés confrontés à la justice 15 ou 16 mois avant que nous n'allions à la Cour de cassation et finalement ça nous a pris près de 2 ans et demi, mais Dieu merci, comme on dit que Dieu est avec les justes. La justice de notre pays, ce pays dont Maman Ousmane aspire à gouverner, à regouverner, nous a donné, la justice de ce pays nous a donné raison. Et raison en dernière instance, c'est-à-dire on a été de la première instance jusqu'à la cassation en passant par l'appel. Après que la Cour d'État nous ait donné raison, nous pensions que Maman Ousmane, en tant qu'ancien président de la République, en tant qu'ancien président de l'Assemblée, ceux-là même qui sont chargés de légiférer, en tant qu'ancien président du Parlement de la CEDEAO et multiples présidents de beaucoup d'autres parlements, nous pensions qu'il se serait plié à la justice nigérienne. Non, ça n'a pas été le cas. Il a fait un recours en rétractation qui a été également rejeté le 24 février 2014. Quelqu'un qui aspire gérer un pays, voilà, qui ne respecte pas la justice de son pays, et le non, la justice du Niger n'est pas d'accord avec elle, il va aller à la CEDEAO. Et c'est de la CEDEAO qu'il viendra encore pour regouverner ce pays-là avec la même justice. Alors, je ne sais pas pour qui il prend les Nigériens. On est des nez troués. Sommes-nous des moutons qu'on tire comme ça au gré, c'est pas moi, des humeurs d'une personne? Je crois que quand on est responsable, quand on a tenu des responsabilités comme les siennes, la moindre des choses, c'est d'abord de respecter la justice de son pays. Répondant aux questions des journalistes, le ministre a apporté des précisions sur l'affaire des bébés volés dans laquelle sa femme serait impliquée. Je pensais qu'après tout ce que vous avez écrit, tout ce que vous avez dit, probablement que vous en êtes satisfait. Mais si vous ne l'êtes pas encore, on va attendre que la justice qui s'est saisie de la chose puisse rendre son verdict. Et en ce moment, peut-être vous reviendrez me voir après le verdict de la justice.
Si j'ai quelque chose à ajouter, je vais rajouter. Mais pour le moment, vous me voyez, je suis très en forme, Dieu merci, je dors tranquillement. Je vais à la maison, au travail tranquillement, je mange tranquillement. Abdoulabo a conclu la conférence en témoignant aux militants et sympathisants du parti et l'opinion nationale de leur ferme détermination à utiliser tous les moyens légaux pour que le CDS puisse être en conformité avec les textes fondamentaux du parti, de la charte des partis politiques ainsi que des décisions de la justice nigérienne. Cérémonie ce matin à Niamey de la pose de la première pierre pour la construction d'un centre national de formation en technique de tir au profit de la police nationale. Financé par le gouvernement américain, ce centre vise à renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité, à mieux sécuriser les populations. Compte rendu Mariama Soumana et Sambo Zamou. Cet espace situé à proximité de la police secours abritera désormais un centre national de formation en technique de tir. La présente cérémonie consacre la pose de la première pierre du centre. Fruit de la coopération qui existe entre l'État nigérien et les États-Unis d'Amérique, ce centre permettra de renforcer les capacités de la police nationale et au-delà des forces de défense et de sécurité sur les différentes techniques de tir, en vue de mieux sécuriser les populations et lutter contre le terrorisme. C'est un centre ultra moderne, le premier des infrastructures de dernière génération. Il sera composé d'un centre de tir, d'un simulateur de tir et d'un shoot house. C'est quoi le simulateur de tir? Le simulateur de tir, c'est une salle spécialement réservée à des unités constituées, des unités spéciales, qui permettra aux agents de développer leurs réflexes à travers la projection d'images que vous êtes et des cibles que vous êtes tenus de pouvoir atteindre en un temps record. Au fait, pour voir la réactivité des hommes, c'est le premier en Afrique, en tout cas subsaharienne. Partenaire de longue date de l'État nigérien dans divers domaines, notamment celui de la défense, le gouvernement américain vient une fois de plus réaffirmer son engagement à accompagner les forces de défense dans leur combat pour la sécurisation des populations. Cette installation concernant la formation de la police, de la garde nationale et de la gendarmerie surpassera n'importe quel autre centre d'entraînement tactique de la région. Bien qu'il existe certaines installations similaires de police dans la région, il n'y en a pas une à la dimension et aux capacités de formation comme celle-là. Compte tenu de l'histoire louable du Niger pour la solidarité africaine, récemment montrée dans l'accueil des réfugiés en provenance des pays voisins, nous nous attendons à terme de voir d'autres collègues des pays voisins invités par vous à participer à une formation commune dans ce centre. Cependant, ceci est votre centre de formation, utilisé pour répondre à des priorités déterminées par votre leadership. Très ému par ce énième geste, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale assurant l'intérim du ministre a exprimé toute la gratitude de l'État nigérien à l'endroit du gouvernement américain pour la construction de ce centre qui aura une importance capitale dans la sous-région en matière de sécurité. Le Niger est fier d'abord de sa police nationale. Vous savez, c'est un maillon important dans le cadre de la sécurité publique, dans le cadre du maintien de l'ordre, et entre autres aussi de la lutte antiterroriste. Et nous savons combien notre pays quand même est au conflent de toute cette activité et de résultats très probants dont certainement vous avez partagé que nos éléments en tout cas sont en train de produire. Et je pense que cette infrastructure va accroître davantage leur capacité d'intervention. Ce centre moderne, une fois construit, sera le premier du genre dans toute l'Afrique en matière de technique de tir. Il permettra ainsi aux forces de défense et de sécurité d'être mieux outillées pour faire face aux défis du moment qui sont le terrorisme et les crimes organisés.
Autre aspect de ce journal, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique a entamé une série de visites dans les sociétés de téléphonie mobile. Hier, Abdoumani était chez Orange Niger. Il a été question de l'amélioration des services de qualité pour les consommateurs. C'est un reportage de nos confrères de la télévision nationale. L'amélioration de la promotion du secteur des technologies de l'information et de la communication au profit de la population nigérienne constitue un axe prioritaire du programme de renaissance du président de la République Issoufou Mahamadou. C'est d'ailleurs ce qui a mené les plus hautes autorités nigériennes à créer un ministère en charge de ce secteur. Dès sa prise de fonction, le ministre Abdoumani a entrepris une série de visites au niveau des opérateurs de téléphonie mobile pour leur faire part des missions assignées à son département ministériel. Plus d'un an après, le ministre a décidé de refaire le tour suite aux différentes plaintes des consommateurs sur la qualité des services. Dans un langage franc, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique a discuté avec les responsables de Orange Niger, première étape de cette série de visites, des problèmes que rencontre actuellement le secteur avant de s'engager fermement pour faire respecter le décret de partage pris par le gouvernement nigérien. Vous avez contribué largement à démocratiser le secteur des télécommunications au Niger et vous avez aussi poussé, presque obligé les opérateurs des communications à baisser le prix. Ça, nous ne perdons pas de vue cet aspect-là. Et c'est l'un des avantages majeurs de la libéralisation du secteur des télécommunications. Un secteur où la concurrence n'est pas dynamique, eh bien, le consommateur va en pâtir. Mais maintenant que nous sommes en train de rendre cette libéralisation-là plus dynamique, mais il faudrait que la qualité du service suive. Mais ici au Niger, vous savez, nous avons presque une population qui est, je peux dire, qui est aguerrie, qui sait ce qu'elle veut. Et dès qu'un opérateur, en tout cas, fléchisse en matière de qualité de service, les gens ont la liberté de se prononcer et de dire ce qu'ils veulent. Nous, en tant que premiers responsables, nous sommes tenus de faire la synthèse et d'affronter les choses, n'est-ce pas, avec toute la détermination possible pour pouvoir trouver une solution durable qui prend en compte votre intérêt, qui prend en compte l'intérêt de l'État, qui prend en compte l'intérêt des consommateurs. Auparavant, le directeur général d'Orange Niger, Prelote Ba, a présenté sa société les services fournis. Il en ressort, malgré quelques difficultés, que la qualité des prestations d'Orange Niger est satisfaisante. Avant de prendre congé de ses hôtes, le ministre Abdoumani a rappelé que ces rencontres ont pour objectif de rendre la qualité des services meilleure dans l'intérêt de la population nigérienne, mais aussi pour l'image de marque de ces opérateurs de téléphonie mobile. Le volet reportage de cette édition nous amène à découvrir le marché de Malkou de Katako, un véritable marché qui anime tous les jours. Reportage signé Taïrou Amadou. Nous sommes ici au marché Katako, l'un des grands centres d'affaires de Niamey. Ici, tout s'achète et se vend. Ce marché est réputé dans la vente de têtes de petits ruminants, très sollicité pour la préparation du Malkou. Une soupe traditionnelle faite à partir du crâne et des pattes du mouton ou du bœuf. Très tôt le matin, le vendeur s'approvisionne à l'abattoir frigorifique de Niamey. Ces parties sont nettoyées, lavées et vendues aux clients. Nous venons ici chaque matin pour acheter du malkou. L'ensemble coûte 2000 voire 2500 francs, c'est vraiment cher. Je me ravitaille ici chaque jour. J'achète l'ensemble que je revends à Katako une fois que je l'ai nettoyé. En fin de compte, je m'en sors bien. En cette période, la tête et les pattes coûtent très cher. Mais qu'est-ce qu'on peut? Il faut bien faire quelque chose pour gagner sa vie. Je m'en sors bien. Ce n'est pas un grand bénéfice que je fais, mais j'arrive quand même à m'en sortir. Très apprécié par la population, le malkou fait partie de l'alimentation des Nigériens. Aussi, ce commerce permet
à près de 200 personnes de gagner aisément leur vie. Seulement, ce commerce a lieu dans un endroit insalubre. Les mouches semblent faire partie du décor, sans compter cette fumée nauséabonde qui vous empêche de respirer. Des tas de déchets et d'ordures sont entassés un peu partout. Une situation qui s'empire de jour en jour à cause de l'installation de la saison pluvieuse. Pour le bien-être de la population, les services d'hygiène doivent effectuer des inspections régulièrement. Quant à la municipalité, elle doit prendre des mesures drastiques afin de rendre le marché Katako propre, salubre et réduire cette pollution. Toujours dans le volet reportage de ce journal, nous vous proposons un zoom sur les places et espaces publics de la capitale. Des places souvent érigées pour rendre hommage à des personnages ayant le plus marqué l'histoire du pays et dont certaines se trouvent aujourd'hui totalement abandonnées à leur sort. Reportage signé Ibrahim Idé et Moudi Moussa. Érigé en bonne place sous forme de monuments et autres ouvrages d'envergure à l'effet d'immortaliser mais aussi rendre hommage à des grandes figures ayant indélébélement marqué l'histoire contemporaine des pays, les espaces publics font depuis toujours partie intégrante du patrimoine des grandes villes et centres urbains à travers le monde. La dénomination des places et voies sont très importantes parce que c'est en fait des éléments qui décrivent en tout cas l'histoire, si je peux dire, de la ville, ou en tout cas des grandes étapes qui ont marqué la vie d'une ville. Et c'est pourquoi partout au monde, en tout cas, vous entendez qu'il y a des places qui font référence. Dès qu'on dit la place Tiananmen, on pense déjà à Pékin. Quand on dit la place de la Concorde, on pense à Paris. Donc je pense que, en tout cas, la dénomination des places, surtout pour des personnages ou des personnalités qui ont marqué l'histoire, c'est assez important. Et à Niamey, nous avons la place Montaigne, la place Djibo Bakary en face de la mairie, parce que Djibo Bakary a été le premier maire de la ville de Niamey. Nous avons la place Germokoy, parce que c'est à partir du rond-point église que est partie la marche au cours de laquelle il a perdu la vie. Donc pour immortaliser ce sacrifice ultime, on a dédié cette place-là au nom de Germokoy. Malgré leur rôle et leur importance indéniable pour l'émergence de la ville, certains de ces espaces pourtant aménagés à grands frais donnent à ce jour l'impression d'être totalement abandonnés car mal entretenus et laissés à la merci de certaines personnes sans domicile fixe. Si nous prenons la place dédiée à Moun Germokoy, cette place-là, si j'ai bonne mémoire, il y a même le président qui a déposé la première pierre et il a assisté à l'inauguration. Des trucs comme ça, comment les négliger? Donc je ne vois pas, qu'est-ce qu'on fait au Niger? Pour moi, le problème c'est quoi? Nous n'avons pas le civisme. Si réellement on avait le civisme en nous-mêmes, des trucs, des places comme ça, on ne peut pas les gâter. Bon, si vous construisez des places publiques comme ça, à la mémoire des Nigériens qui ont fait quelque chose pour ce Niger, donc conserver, c'est ça, c'est la conservation le grand problème. Une situation dont se disent conscients les services de la municipalité qui annoncent d'ores et déjà une batterie de mesures en vue du relocage de tous les espaces stratégiques de la capitale. Dans le cadre du programme Niamey-Niala, c'est-à-dire le programme cher au président de la République, son excellence Mohamed Issoufou, de faire Niamey, en tout cas la capitale dont rêvent les Nigériens. En tout cas, nous sommes à pied d'œuvre pour mener une vaste campagne de requalification de toutes ces places-là et d'un certain nombre d'avenues pour faire de Niamey, en tout cas, une capitale enviable. Et ça, nous ne pouvons le réussir qu'avec la participation également des populations. Parce que pour certaines places, elles sont même fréquentables. Si je prends la place Montaigne, c'est carrément tout un jardin que les jeunes peuvent utiliser, même les grandes personnes, pourquoi pas. Mais comme chez nous, il n'y a pas la tradition de la fréquentation des places, on a l'impression que ce n'est que fait que pour les jeunes. Mais il est clair qu'en tout cas, avec un certain type d'aménagement, c'est des places qui peuvent accueillir des cérémonies, c'est des places qui peuvent servir de lieu de rencontre saine et qu'on peut en tout cas intégrer dans le mobilier urbain de la ville. Et ça, je pense que de façon participative, en tout cas, nous allons travailler
à requalifier ces places-là, à leur donner toute l'importance que ces places doivent avoir dans la vie de la cité. L'un de l'autre, le réaménagement de ces différentes places paraît plus que jamais urgent. Cela y va notamment de la réhabilitation de la mémoire de tous ces illustres disparus, dont elle rappelle fièrement les noms. Un présumé trafic de bébés défraie la chronique depuis quelques semaines. L'affaire a été révélée par le bi-hebdomadaire L'événement, a fait la une de nombreux journaux. Le parquet de Niamey, qui a pris l'affaire en main, dispose d'indices sur ce trafic. Mais certaines personnes averties ou non averties s'évertuent à vouloir transformer cette affaire à une machination politique. La rédaction de Dunia s'est penchée sur le sujet et tente de répondre à certaines interrogations. Mais l'affaire des bébés venus du Nigeria a-t-elle un caractère politique? Dossier présenté par Isidore Banaba. Très bonne réception et au revoir. Il faut le dire, l'affaire des bébés n'a pas de caractère politique. Des littéraires font croire à une affaire politique, mais il n'en est rien. Et puis, cette affaire n'a pas commencé au Niger. C'est un trafic triangulaire Nigeria, Bénin, Burkina. L'enquête est menée depuis plusieurs mois par les polices des 3 États voisins. Le réseau concerne les femmes ou leurs époux qui n'arrivent pas à avoir d'enfants et qui ont recours aux trafiquants. Le parquet a ouvert un dossier suite à une enquête qui révèle des indices. Seule la justice démêlera tous ces fils pour nous dire s'il y a crime ou pas. Une chose est certaine, selon le procureur général adjoint, aucune de ces femmes incriminées n'est en possession d'un carnet de suivi de grossesse enregistré dans les maternités nigériennes. Rien qu'à ce stade, c'est un délit, car on attribue la maternité d'un enfant à une femme qui n'en a pas accouché. C'est donc du faux et usage de faux et déclaration mensongère. Quels sont ces indices? D'abord, toutes les femmes interpellées, aucune de ces femmes interpellées ne présente avant son accouchement une grossesse apparente. Aucune de ces femmes interpellées n'a effectué de consultation prénatale au Niger. Toutes les femmes auraient accouché de leur bébé au Nigeria. Tous les bébés sont rentrés au Niger par la route. Alors même que, au mois de leur consultation, ces femmes ont fait les va-et-vient en avion. D'où viennent alors ces enfants? Les bébés, le plus souvent des jumeaux, viennent du Nigeria et transitent par le Bénin. 8 femmes enceintes ont été arrêtées dans une maison qui ressemblait à un orphelinat et qui s'est révélée être une usine à bébés. C'était en mars dernier, dans l'état d'Ogun, au sud-ouest du Nigeria. De quoi s'agit-il? En fait, la plupart de ces femmes viennent s'isoler loin de leur famille pour éviter la discrimination des grossesses hors mariage. Les bébés sont ensuite retirés à leur mère. Au mieux, ils sont achetés par une somme modique avant d'être revendus dans les filières d'adoption illégales. Les garçons sont préférés aux filles. Quant aux jumeaux, ils sont séparés ou vendus à l'étranger car pour certaines ethnies, la naissance des jumeaux est perçue comme une malédiction. Nous avons publié des articles dans lesquels nous affirmons, avec preuve à l'appui, que des personnalités nigériennes sont impliquées dans un vaste trafic de nourrissons qui s'étend au Nigeria, au Bénin et même au Burkina Faso. Est-ce à dire que le Niger est la plaque tournante de trafic d'enfants? Pour l'instant, on pourrait dire non, mais ce scandale nous interpelle. Le Niger fait face à la plus forte fécondité au monde, avec 7,6% d'enfants par femme. Notre population croît de manière exponentielle. En faisant venir des enfants d'ailleurs, le pays s'expose à une surpopulation à moyen terme qu'il ne pourra supporter. Nous avons plein d'enfants ici. Ceux qui en veulent peuvent en adopter. C'est bien plus honorable que d'entrer dans un trafic illicite. Nous ne pouvons aussi que condamner avec la dernière énergie ce pratique de phénomène qui non seulement humilie notre pays et aussi certaines familles. Apparemment, ce trafic a un caractère international. Au Bénin, au Niger et au Nigeria, de nombreuses personnes ont été interpellées.
des agents de l'état civil et des agents de santé sont également arrêtés. La directrice des affaires financières de l'Assemblée nationale du Burkina Faso a été arrêtée à Cotonou par l'Interpol puis écrouée à la prison civile de Cotonou avec 4 autres personnes accusées de faux et usage de faux, trafic et complicité de trafic d'enfants dans la sous-région. On a démantelé au Nigeria des usines à bébés, sortes de cliniques privées accueillant les femmes enceintes avant de vendre leurs bébés. Les nouveau-nés sont vendus à coups de millions, les garçons valant plus cher que les filles. Les mamans, malheureusement, ne perçoivent pas grand-chose. En avril 2012, la police nigériane avait découvert un faux orphelinat dont les bébés étaient destinés à la vente pour des rituels de magie noire, au cours desquels ils auraient pu être torturés ou sacrifiés. La religion permet-elle ce genre de trafic? Pas du tout. Selon certains prédicateurs, un tel acte peut attirer la colère de Dieu. Même sur le plan moral, de telles actions sont indécentes. Combien d'orphelins ou d'enfants de personnes pauvres souffrent au Niger? Il suffit simplement de se rendre dans les multiples orphelinats car l'adoption est permise au Niger. Même dans les pays non musulmans, l'être humain est vraiment sacré, la vie de l'être humain est vraiment sacrée et considérée. Donc on ne peut pas comprendre des musulmans qui se disent musulmans et dans un pays musulman, dans une communauté fortement islamisée comme la nôtre, d'avoir des responsables ou d'avoir des gens ou bien des musulmans qui ont cette pensée erronée et cette pensée satanique pour, c'est-à-dire oser ou bien penser à entreprendre des projets illégaux à la Constitution, des projets, c'est-à-dire anti et islamiques. Pourquoi le silence du gouvernement? That is a question, disent les Anglais. En tout cas, de nombreux citoyens lambda se le demandent. Les ONG et les institutions chargées de la protection des enfants doivent réagir. Comme le dit l'adage, qui ne dit rien consent. Quand j'ai appris le scandale, ça ne m'a pas étonné. Ça ne m'a pas étonné parce que il y a des gens qui en parlent même à l'extérieur du Niger. Mais nous nous sommes dit que l'État nigérien est là. Dans tous les cas, la vérité verra le jour. Et Dieu merci, aujourd'hui, l'État nigérien a pris l'affaire en main. Ce qui est cruel, c'est de constater que des dirigeants qui entendent gouverner ce pays, au lieu, s'ils n'ont pas d'enfants, de partir adopter des enfants de leurs proches, comme ils ont de l'argent, ils cherchent l'héritier quelque part, ils partent acheter au Nigeria pour l'amener. Je pense qu'on ne peut pas confondre ce qui s'est passé et l'adoption. Selon le code pénal nigérien, l'infraction de supposition d'enfant est passible de 2 à 8 ans de prison et celle de faux et déclaration mensongère d'une peine maximale de 10 ans ferme. Barika Dunia TV. I'm the bunch. All skip on the country. My girlfriends call me. I have a confession. Don't take it personal. I got a confession. Oh, so you gotta listen. Oliver, twist. You're watching Dunia TV, national and international. Don't talk that down. Qu'est-ce qu'il y a? Applaudissez. Merci. Il a un rêve. Elle a un rêve.